OK, chapitre 13. Chapitre 13, là, c'est votre introduction à ce qu'on appelle la gestion de portefeuille ou la relation risque-rendement. C'est un sujet qu'on peut discuter pendant 45 heures. Là. Il y a des cours complets là, qui se donnent là-dessus. Le but ici, évidemment, c'est pas d'en parler 45 heures, c'est pas de faire de vous des spécialistes, c'est d'avoir une idée de ce qui se passe et de quoi on jase dans ce domaine-là. C'est un chapitre qui peut avoir l'air intimidant parce qu'il y a beaucoup de stock. J'essaie d'aller à l'essentiel pour vous faciliter l'étude. Petit rappel, les chapitres 12 et 13, on les teste à l'examen, on les teste en choix multiples et en vrai ou faux. Donc, il n'y a pas de longues questions. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de longs problèmes ici, là. Fait que ça va beaucoup plus être des questions de compréhension, peut-être des petits calculs comme on va voir à la fin. Mais toutes les questions qui portent sur le chapitre 12 et 13, c'est des questions en choix multiples et ou des vrais ou faux. Donc, dans le chapitre 13, on regarde l'avenir. On regarde les prédictions qu'on peut faire pour le futur. Puis les choses importantes, là, je vous dirais, là, ils se retrouvent à la fin. Là. Donc, la distinction entre risque systématique et non systématique, la notion de diversification, comment on utilise le bêta, c'est là-dessus qu'il faut insister. Au début du chapitre, il y a quand même beaucoup de choses là, sur rendement anticipé avec les probabilités, les scénarios. C'est pas plus si important que ça. C'est surtout pour mettre la dame pour ce qui s'en vient. Puis de toute façon, ce qu'il y a à retenir ici, là, c'est que si vous avez un titre, puis vous avez plusieurs scénarios comme ça, avec des probabilités d'occurrence de ces scénarios-là, ben, tout simplement, on va faire la moyenne pondérée. La petite formule qui peut avoir l'air bizarre ici, là, c'est simplement la probabilité de chaque scénario fois le rendement dans chaque scénario, puis on additionne tout ça. Belle moyenne pondérée. Calculer l'espérance de rendement, ça se fait bien. Calculer l'espérance de variance et d'écart type, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait tantôt. L'écart à la moyenne qu'on a calculée ici. Au carré, et cette fois-ci, au lieu de diviser par n-1, ben on va simplement additionner, on va multiplier par chaque probabilité, puis on va additionner tout ça. C'est une moyenne pondérée des scénarios essentiellement. Faites un exercice pour voir si vous êtes capable, puis passez à d'autres choses. Ça, c'est un concept qu'on aime tester de temps en temps. Je m'arrangerai pour être capable de l'expliquer. C'est pas compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Le rendement, on aime ça. Le risque, on n'aime pas ça. Donc, si je suis pour prendre des risques, il va falloir que je sois récompensé. Pour un certain niveau de rendement, je vais vouloir prendre le moins de risques possible. Ou pour un certain niveau de risque, je vais vouloir avoir le meilleur rendement possible. Dans le fond, là, ce qu'on veut que vous réalisiez, c'est que ici, si je mets mon risque sur l'axe horizontal, puis mon rendement espéré, anticipé sur l'axe vertical, ça c'est un titre, ça c'est un titre, ça c'est un titre. Le titre qui est ici, je pourrais très bien décider de le détenir pour faire de l'argent, pour placer mon argent. Le titre qui est ici, même chose. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus risqué. Il y a 2 fois l'écart type du premier que j'avais ici. Mais en contrepartie, il me promet un peu plus de rendement. Donc, est-ce que le rendement supplémentaire qui est promis par ce titre-là est suffisant pour compenser le risque? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra tantôt. Mais au moins, la relation est logique dans le sens que plus de risque, plus de rendement. Le point qu'on veut faire, c'est que ce titre-là qui est en bas ici, lui, il est nécessairement pas bon. Ce titre-là ne peut pas être désiré par un investisseur parce que on serait capable d'avoir plus de rendement avec celui-là pour moins de risques. Donc, il n'y a personne qui est rationnel qui va vouloir choisir ce titre-là. On dit qu'il est dominé. Donc, on parle de dominance stochastique. Stochastique, ça veut juste dire aléatoire. Là. Dominance, c'est le mot à retenir. Là. Donc, le titre qui est ici n'est pas du tout intéressant parce qu'on peut faire beaucoup mieux. Par contre, il existe des titres comme ça en pratique. On ne voudra pas les détenir tout seul, mais à l'intérieur d'un portefeuille, il pourrait devenir intéressant. Un portefeuille, là, c'est simplement un groupe d'actifs. Donc, une action tout seul, c'est un titre. 2 actions que je détiens ensemble, c'est un portefeuille. 2 ou plus, c'est un portefeuille. Donc, les questions qu'on a posées tantôt. C'est quoi l'espérance de rendement? C'est quoi la variance ou l'écart type? On l'a fait pour un actif,
on fait la même chose ici pour un portefeuille. Pour l'espérance de rendement, la même chose. C'est une moyenne pondérée selon les poids des actifs dans le portefeuille. Il y a une petite question dans le TIP qui vous fait faire le tour pour ça. Si vous pratiquez ça puis vous le faites, ça va bien, ça c'est facile d'habitude. Moyenne pondérée. Là où c'est intéressant pour le portefeuille, ça commence à être plus délicat, c'est la variance. Donc on se rappelle que la variance, c'est la mesure de risque tantôt pour un titre. Quand vous faites la variance d'un portefeuille, ce n'est pas la moyenne pondérée des variances des titres que vous mettez dans le portefeuille. Parce qu'il va y avoir un effet de diversification. Puis je vais aller tout de suite à la formule là, pour qu'on puisse le voir. Là. Donc ce que vous avez ici, c'est le coefficient de corrélation, la lettre Y ρ. C'est la même chose que ce que vous avez ici. Je vais me mettre en diapo. Là. Donc le petit ρ qu'on avait là, ici, ça, c'est la même chose qu'on a ici, la corrélation, cette chose-là ici, la corrélation entre le titre A et le titre B. La formule est importante, pas dans le sens de l'apprendre par cœur, là, parce que vous l'avez sur la feuille de formule, mais dans le fond, elle est laide, là, puis elle fait peur, là, mais vous pouvez tout comprendre avec cette formule-là. Là. La variance d'un portefeuille, ce n'est pas la moyenne pondérée des variances des titres que vous mettez dedans. Évidemment que plus vos titres dans votre portefeuille sont variés, plus votre portefeuille va être risqué, plus il va y avoir de variance. Ça, c'est la contribution du premier titre, l'action A. Ça, c'est la contribution du deuxième titre, l'action B, si vous voulez. Mais la magie, là, ou l'affaire qui est le fun, elle se passe dans le dernier terme, qui est ici. Puis dans le fond, l'idée qui est à comprendre, là, c'est que quand les actions évoluent, ils vont faire des rendements différents année après année. Si vous avez 2 titres, 10 titres dans votre portefeuille, ben c'est pas vrai que toutes vos actions vont bien faire en même temps ou que toutes vos actions vont mal faire en même temps. Il va y avoir des bonnes nouvelles, des bonnes années pour certains, et des mauvaises nouvelles, des mauvaises années pour d'autres titres. Fait que ça va finir par se compenser. Les bonnes années vont annuler les mauvaises d'autres titres. Fait qu'au bout de la ligne, vous allez avoir la même espérance de rendement, mais parce que vous mettez plusieurs titres dans votre portefeuille, vous allez être capable de réduire l'écart type, réduire la variance, réduire l'incertitude ou l'éventail des possibilités que vous pourriez obtenir. Puis ça va dépendre de la corrélation. Donc la corrélation, c'est entre 0 et 1. Remarquez que si votre corrélation est de 1, ben, le terme qui est ici en jaune va avoir sa plus grosse valeur possible. Sa plus grosse valeur possible. Donc, la plus grosse variance possible pour votre portefeuille. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez 2 titres qui ont une corrélation parfaitement positive de 1, il n'y a pas de diversification. Parce que ça va être très gros, puis vous allez avoir la variance la plus grande possible. Dans le fond, vous détenez 2 copies conformes une de l'autre, ça ne vous aide pas à diversifier votre portefeuille. Si ça, c'est 0, ben remarquez que tout ce terme-là tombe. Fait que vous allez vraiment ça avec une variance qui est beaucoup plus petite. Ou vous pourriez même avoir le cas extrême, où est-ce que ça, c'est moins 1, ou n'importe quelle valeur négative. Puis dans le fond, ce terme-là au complet va devenir négatif, votre variance va baisser encore plus. Donc ça, c'est mathématiquement comment ça s'exprime. Ça se peut qu'on vous demande de calculer la variance d'un petit portefeuille de 2 titres. La formule est sur la feuille. Je ne passerai pas 12 000 heures à pratiquer comment calculer une variance, parce que c'est quand même assez long. Mais l'idée de diversification, le rôle de la corrélation dans la variance d'un portefeuille, ça c'est très important là, de bien comprendre ça. Des exercices pour vérifier ça. Ça ici, très 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 important. Si vous voulez comprendre tout le reste du chapitre, il faut absolument distinguer ces 2 types de risques-là. L'idée ici, c'est que on veut un modèle de risque-rendement. On sait que les deux vont ensemble. Plus, si je veux faire plus de rendement, si je veux avoir un rendement espéré plus élevé, il va falloir que je prenne plus de risques. Ce qu'on veut, là, le but ultime à la fin du chapitre, c'est d'avoir une relation mathématique, là, une fonction, une équation entre le risque
et le rendement. Mais jusqu'à maintenant, le risque, on l'a défini en termes d'écart type ou de variance. C'est la même chose. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce n'est pas une bonne mesure de risque. L'écart type, c'est une mesure de risque total. Donc, ça mesure tout le risque, si vous voulez, ou tout l'éventail des possibilités de détenir un titre, les possibilités de rendement à chaque année. Les risques sont ici. C'est quand vous achetez une action, vous vous exposez à deux types de risques. Il y a du risque de marché. Le risque systématique, ça ressemble à automatique, là, ça, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Ça, c'est les gros facteurs macroéconomiques. C'est le taux de croissance de l'économie. Est-ce que l'économie va bien? Est-ce qu'on est en récession? C'est quoi les taux d'intérêt? Est-ce que le taux de chômage est élevé? Quand il y a des nouvelles qui sortent de ce côté-là, toutes les compagnies sont affectées. Certaines plus que d'autres. C'est sûr qu'il y a des compagnies qui vont réagir plus que d'autres, mais toutes les compagnies dans le marché boursier vont être affectées par ce genre de nouvelles-là. Alors qu'il y a des nouvelles qui sont spécifiques à une entreprise ou à un secteur. S'il y a un scandale de fraude, de manipulation comptable dans une compagnie, c'est une mauvaise nouvelle, mais juste pour cette compagnie-là. Les autres titres que vous détenez dans votre portefeuille ne sont pas affectés par ça. La distinction, pourquoi elle est si importante que ça? C'est que l'effet de diversification dont on parlait tantôt, il est ici. Là. Les bonnes nouvelles, ça c'est votre nombre d'actions dans votre portefeuille. Les mauvaises nouvelles qui annulent les bonnes nouvelles, là, on voit l'effet ici. C'est qu'à partir d'un certain nombre de titres, puis c'est pas un nombre élevé, là, vingtaine, trentaine de titres, là, vous allez bénéficier pleinement de l'effet de diversification. Le risque qui vient de détenir des actions, le risque non systématique, vous pouvez l'éliminer. Vous pouvez vous en débarrasser. Ce qui fait en sorte que vous allez avoir seulement le risque systématique à vous occuper. C'est juste lui qui va être pertinent, dans le fond, pour le rendement auquel on s'expose, le rendement qu'on va espérer. Dans le fond, là, peut-être la façon de le retenir, c'est la suivante. Là. Le marché va récompenser les gens qui prennent des risques. Mais le marché ne récompensera pas les gens qui prennent des risques de façon inutile. Ça, cette partie-là, ça, c'est le systématique. Donc, ça, tout le monde, quand vous participez au marché, quand vous achetez des actions, vous avez ce risque-là. Ça, il s'en va pas nulle part. Vous êtes pogné avec. Donc, ça, vous allez être récompensé. Vous allez avoir un rendement qui va dépendre du niveau de risque systématique que vous prenez. Mais ça, parce que n'importe qui, un singe est capable de faire ça. Juste en combinant plusieurs titres dans plusieurs secteurs, là, pas acheter 15 compagnies Internet ou 10 banques, là, vous séparez vos investissements dans plusieurs secteurs. Le risque qui est non systématique, qui est spécifique aux compagnies ou diversifiant, c'est toute la même chose, ces risques-là s'en va. Donc, autrement dit, là, mon équation que je m'en vais développer, elle va être en fonction du risque systématique, la partie qui est ici, dont on ne peut pas se débarrasser. Mais on ne viendra pas récompenser le risque diversifiable parce qu'on peut facilement l'éliminer. Donc, on n'a presque plus de risque spécifique. On peut dire que c'est zéro, là. Fait que vous diversifiez géographiquement, Canada, États-Unis, Europe, Asie, vous diversifiez avec actions, obligations. Dans votre portefeuille d'actions, vous avez des banques, des pétrolières, des compagnies de vente au détail. C'est ça de la diversification. Donc, ce qu'on va récompenser, c'est le risque systématique. Fait que ma mesure de risque qu'on avait, la variance, l'écart type, c'est une mesure de risque total. C'est pas bon pour ce que je veux parce que moi, c'est juste ce risque-là qui m'intéresse. Donc, on va avoir besoin d'une nouvelle mesure, une mesure de risque systématique seulement. Puis cette mesure-là, c'est le bêta. Donc, là, il y a des détails mathématiques ici. Là, regardez pas ça, là, OK? Tout ce que vous avez besoin de comprendre, là, c'est le bêta, c'est la sensibilité du titre au marché. Tantôt, on a dit qu'il y avait des nouvelles qui affectaient tous les titres, toutes les actions dans le marché. Ça, c'est le risque systématique. Mais le bêta va mesurer
jusqu'à quel point votre compagnie est sensible aux variations du marché. Quand il y a une bonne nouvelle qui affecte tout le monde, est-ce que ma compagnie réagit autant que les autres, plus que les autres ou moins que les autres? Donc, toutes les compagnies vont avoir tendance à varier dans le même sens. Le marché, un actif risqué moyen, donc par définition, le marché, comme par exemple au Canada, là, on parlerait du S&P TSX, l'indice du marché. Mais par définition, le marché a un bêta de 1. C'est le bêta moyen. Ça représente combien plus risqué votre actif est par rapport au marché. Le marché, il est risqué comme le marché, c'est 1. Si mon titre a tendance à varier 2 fois plus que le marché, ben on dirait qu'il y a un bêta de 2. Donc, ce que ça voudrait dire un bêta de 2, c'est quand le marché perd 5%, mon titre, en moyenne, perd 10. Ou si le marché gagne 15, ben en moyenne, mon titre, je m'attendrais à ce qu'il gagne 30. Il varie 2 fois plus que le marché. Puis si mon titre a un bêta de 0.5, ben ça serait le marché gagne 10, mon titre va gagner 5. Le marché perd 20, mon titre va perdre 10, toujours en moyenne. On s'attend à ce que ça fasse ça. Donc, 1, c'est un bêta moyen, c'est le marché. En haut qu'à 1, le titre varie plus que le marché. En bas de 1, le titre varie moins que le marché. Tous les titres bougent dans la même direction, mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Mon bêta, c'est mon coefficient de sensibilité. Un bêta de 0, ça serait quoi? Ben, un bêta de 0, c'est un titre dont le rendement n'est pas affecté par le marché. Donc, les bons du Trésor, c'est un bon exemple. Si la bourse va bien ou mal, mon bon du Trésor va rapporter exactement la même chose parce que ça n'a pas d'influence. C'est un bêta de 0. Donc, vous pouvez compléter avec ce que je viens de dire. La petite formule. Donc, ça, c'est pas utile pour l'examen. Vous allez en avoir de besoin pour le TIP seulement. La bonne nouvelle, c'est que quand on a un portefeuille, si je connais mes titres, le bêta de chaque titre, on a juste à les multiplier par les poids. La moyenne le bêta d'un portefeuille, c'est la moyenne pondérée des bêtas qui composent le portefeuille. Ça se calcule super bien. Faites un exercice une fois pour le voir. On en a un dans le TP. Finalement, la raison pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec le bêta, là? Bon, c'est pour développer ma relation risque-rendement. Donc, portefeuille de marché, bêta de 1, donc le S&P TSX au Canada, le S&P 500 aux États-Unis. Là, je vous épargne tous les détails ici, là. Ça, c'est le CAPM. Bon, en français, il y en a qui appellent ça le MEDAF, là. Je vous suggère de ne pas utiliser ce nom-là si vous ne voulez pas faire rire de vous, c'est le CAPM. C'est le modèle le plus célèbre en finance. C'est le modèle d'évaluation d'actifs. Ce que ça dit, c'est combien de rendement je devrais m'attendre à faire compte tenu du risque que je prends. Donc, là, je ne veux pas que vous me dériviez la formule, que vous m'expliquiez d'où ce qu'elle vient, que vous me fassiez le graphique. Il faut que vous soyez capable de l'appliquer. C'est tout. Okay? Puis appliquer, là, ça, c'est parfaitement suffisant. Là. Les questions qu'on va poser là-dessus, si vous êtes capable de répondre aux questions du TP, puis à ça ici, vous êtes correct. C'est sûr. Okay? Je vais juste vous expliquer l'intuition de la formule. Là. Ça, c'est mon espérance de rendement. Donc, si j'achète une action I, le rendement que je devrais faire sur ce titre-là, ben, vous pouvez décomposer ça en 2 morceaux. Le premier morceau, c'est lui. RF. RF, c'est le risk-free. C'est le taux sans risque. C'est le taux sur les bons du trésor. Donc, on se rappelle que quand j'attends avant de dépenser mon argent, quand je le place, je vais avoir une récompense pour cette attente-là. Ben, le taux, c'est le taux sans risque. C'est le taux sur les bons du trésor, CRF. N'importe qui place son argent sans prendre de risque, devrait s'attendre à faire ça, comme on avait calculé au début du chapitre 12. Il y a une partie de mon rendement qui va venir de là. Mais en plus de ça, on avait parlé de prime de risque au chapitre 12. Bon, mais la prime de risque, on la voit ici. En plus de ça, on va être récompensé pour cette prise de risque-là. Puis dans le fond, le deuxième terme, là, ce qu'il vient faire, c'est me dire, le bêta me dit combien de risques je prends, combien d'unités de risque. Le bêta, là, c'est ma mesure d'unité de risque. Si j'ai un bêta de 1, ben, je prends autant d'unités de risque que si j'investissais dans tout le marché.
Si mon bêta est plus grand, ben, je prends plus de risques, je suis plus exposé aux variations du marché. Puis en bas de 1, je suis moins exposé. Fait que ça me dit combien de risques je prends. Puis ce qui est entre crochets ici, c'est ma prime de risque. C'est la prime de risque du marché. Donc, l'espérance de rendement de M, ça c'est le marché. Donc, c'est l'espérance de rendement du S&P TSX ou du S&P 500 si je suis aux États-Unis, moins le taux sans risque. Donc, ce qui est dans les crochets, c'est si je prends une unité de risque, voici combien de rendement de plus je devrais avoir. Fait que dans le fond, la façon de le voir, c'est on vous donne de l'argent pour attendre, pour reporter votre consommation. Ça, c'est la valeur temporelle de l'argent. Puis, on vous donne une récompense de plus. Puis, la récompense, elle se décompose comment? Ben, combien de risques vous prenez, votre bêta, puis c'est quoi la récompense pour une unité de risque. Fait que si je prends 2 unités de risque, mais je vais avoir droit à 2 fois la récompense. Puis si je prends 0.5 unités de risque, je vais avoir droit à 0.5 fois la récompense qui est entre les crochets ici. Donc, ma valeur temporelle d'argent, c'est quoi la récompense de prendre du risque? C'est quoi la prime du risque du marché? Puis, ben, combien de risques je prends? Ou c'est quoi mon exposition, ma sensibilité au marché? Si vous êtes capable de faire ça et d'appliquer la petite formule qui est ici, vous êtes parfaitement correct. Encore une fois, ça va être des choix multiples. Si votre compréhension est assez bonne pour appliquer et calculer des petites choses là, avec les chiffres, comme dans les exemples qu'on vous a mis, là, vous êtes correct pour ça, c'est sûr. Bonne étude!